Merci d'être présent à ce nouveau webinaire du CROE Normandie. C'est un webinaire consacré cette fois-ci à la filière bois et biosourcés en Normandie. Alors, pour ce faire, on est en présence de deux acteurs incontournables, l'ARP Normandie et Fibois Normandie. Alors, pour en discuter avec nous, sont présents Carole Lemans, chargée de mission à l'ARP Normandie. Elle travaille sur la création notamment et le suivi de la formation. Elle est présente aussi sur une étude de la filière roseau au national. Elle est docteure en architecture et spécialiste sur la couverture de chaume et elle est enseignante à l'ENSA Normandie. Julien Viau, directeur de l'ARP Normandie, après 17 années passées en tant que responsable développement produit au magazine La Maison écologique, tu rejoins l'ARP avec le souhait et bien évidemment de mobiliser ta connaissance sur le secteur pour le développement concret des écomatériaux sur notre territoire. Et puis Vincent Doucineau de Fibois, qui est prescripteur bois, construction et rénovation. Je vous propose que lors de ce webinaire, on aborde sereinement le sujet pour commencer une présentation des deux structures. On parle aussi de leurs spécificités, leur réseau, de faire l'état des filières et de l'écosystème normand. Vous verrez comment identifier sa structure, son agence dans le réseau de l'éco-construction. On abordera les événements, l'animation de la filière, les règles professionnelles qui régissent les différentes filières. Quelles sont les ressources locales normandes, les actions pour promouvoir les filières et puis comment se former pour pouvoir mettre en œuvre des opérations avec des matériaux biosourcés ou tout simplement pour améliorer sa pratique et ses compétences. Et puis, on finira sur notamment, entre autres, qu'est-ce que le pacte bois et biosourcé en Normandie, qui a été un événement remarquable de ces derniers mois 2024. Donc voilà, tous les trois, je vous passe la parole et je vous laisse discuter entre Arc Normandie et Fibois Normandie. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer. Alors, merci d'être présent et à Muriel de nous avoir invités pour nous donner l'opportunité de vous présenter une partie des activités et qui on est et de parler plus précisément des filières biosourcées et bois en Normandie. Donc, on va commencer la présentation, Muriel. Voilà, donc tout d'abord, une présentation, merci, de l'ARP Normandie. Donc l'ARP Normandie, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'association de promotion de l'éco-construction en Normandie, une association qui a été créée en 2006 par une poignée de citoyens et de professionnels passionnés qui souhaitaient pousser l'usage des écomatériaux dans leur région. Nos actions s'articulent principalement autour de trois axes. Donc l'accompagnement de la montée en compétences, le développement du nombre d'acteurs professionnels qui mettent en œuvre ces matériaux, à travers notamment des actions d'animation de type visite, rencontres, expositions, ateliers et actions diverses. De participer aux dynamiques de filière, aussi bien en réalisant des inventaires, des études de sourçage, participer à des projets de recherche ou encore tout simplement en représentant les différents acteurs de la filière au niveau régional et dans des dynamiques nationales, et de produire des ressources pour partager les savoirs et développer l'appropriation tout simplement de ces techniques par le plus grand nombre. Et cette diffusion d'informations, ces productions peuvent prendre la forme de fiches REX en retour d'expérience sur des réalisations, des études, des inventaires cartographiques notamment. Pour mettre en œuvre toutes ces actions sur le territoire, nous avons une équipe composée de 7 personnes, 3 personnes
sur le secteur de Caen et 3 sur le secteur de Rouen. Donc vous pouvez voir sur cette diapo les missions principales de nos différents chargés de mission et de projet. J'aurai l'occasion en fait de les détailler plus précisément dans quelques diapos. Donc voilà, Carole ici présente avec nous, que vous pouvez voir en bas de cette diapo et moi-même. Nos adhérents, donc, ils sont principalement des particuliers, on est 30% de professionnels. En fait, cette proportion de particuliers, elle tient à l'ADN historique, citoyen de l'association. Alors, néanmoins, aujourd'hui, la majorité de nos actions sont plutôt orientées vers la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage public et privé, mais avec une faible proportion en fait, d'actions à destination des particuliers. Alors, comme vous pouvez le voir, on est présent sur le secteur de Rouen, du parc naturel des Boucles de Seine et à Caen. Donc, c'est là qu'on a vraiment une concentration de nos activités. Néanmoins, on s'efforce d'être présent au mieux et de couvrir tout le territoire régional. Donc vous avez ici un petit peu un détail de comment se répartissent en fait les événements que nous avons organisés l'année dernière et les adhésions, avec une évolution quand même en 2024, notamment sur le fait de développer un peu plus des actions sur le département de la Manche. Donc, nos activités, je vais pouvoir vous les présenter à travers nos différents chargés de mission, un peu plus précisément. Donc, on a tout d'abord Laure Chéniaud, que vous pouvez voir en haut à droite, qui est architecte de formation et qui est la personne qui met sur pied notre programme d'animation. Elle intervient particulièrement en coopération avec Fibois et son pacte bois biosourcé. Elle s'attache également à répondre aux besoins des bailleurs dans le cadre de ce pacte et de s'adresser aux collectivités qui ont besoin d'accompagnement dans leur réalisation, la consolidation de leurs intentions d'utiliser du biosourcé dans les projets. Carole, est-ce que tu souhaites te présenter, Carole, directement? Oui, si tu préfères, mais sinon tu pouvais continuer. Très bien. Bon, ce sera peut-être plus simple comme ça. Donc, Carole Lumans, qui est parmi nous, qui est en charge à l'art plus particulièrement de la formation professionnelle sur le secteur de Rouen principalement, et qui anime également un projet de recherche national avec le parc naturel régional de Brière, projet de recherche qui s'appelle Bâtir Roseau et qui répond à un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME. Elle est également autrice d'un livre de référence aux éditions Le Moniteur sur l'usage du chaume, qui est un peu le roseau, sa passion et la corde principale qu'elle active dans ses compétences spécifiques. Nous avons également Roxane Chardot, donc, qui est animatrice de réseau et chargée de communication. Alors, c'est beaucoup de choses, un panel d'activités assez varié chez nous. Forcément, c'est toujours un poste clé pour participer à la diffusion des résultats de différentes études, la production de documentaires, de livrets, la cartographie, etc. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu. Grégory Boulin, que vous voyez en haut à gauche, qui est un chargé de projet présent là, notre ancien depuis 2018, présent sur le parc naturel des Boucles de Seine et qui est en co-animation avec l'association Enerter de ce qu'on appelle le RENOAC, qui est le nom normand en fait, de l'auto-réhabilitation accompagnée. Donc, l'autoréhabilitation, c'est quoi? Ça consiste à faire se rencontrer des citoyens bénévoles et des professionnels en situation de chantier et favoriser la réhabilitation, notamment, mais pas uniquement, vers des publics en précarité énergétique. Enerter est particulièrement co-anime avec nous ce réseau au régional et fait un usage particulier de la terre dans cette optique de l'art.
Et enfin, nous avons Eva Zaccaro, donc, qui est de formation en architecture également et qui a un diplôme de spécialisation d'architecture en terre et qui travaille avec les collectivités. On est sur deux conventions d'accompagnement de la communauté d'agglomération Seine-Nord et Rouen Métropole, et également à mi-temps sur un programme régional en partenariat avec la Chambre d'agriculture normande pour développer le chanvre sur le territoire national. Je vais passer la parole à Vincent qui pourra... Merci Julien. Effectivement, je vais pouvoir prendre le relais pour présenter FIBOA Normandie. Alors la différence un petit peu par rapport à l'ARP en termes d'histoire et de gène, c'est que FIBOA, c'est une association interprofessionnelle, c'est-à-dire qu'elle a été créée par et pour les professionnels de la filière bois. Et quand on parle de filière bois, vous verrez juste après, c'est qu'on va de la graine à la planche, en gros. Donc, on va bien au-delà du champ de la construction. On est composé de six salariés sur des volets qui sont... j'ai deux collègues qui sont spécialisés plutôt sur l'amont forestier, sur la gestion, sur l'exploitation, sur le bois énergie. On est deux collègues à travailler à être prescripteurs bois, donc accompagner la filière bois construction. Une chargée de mission communication, Stéphanie Loiseau, et puis aussi une personne qui vient d'arriver en alternance, et puis notre directrice Anne-Sara Moali. On est basé aussi, enfin, on a deux antennes, une à Loubigny, peut-être Caen, et une à Rouen. Et en fait, on est membre du réseau FIBOA France, c'est-à-dire que des FIBOA, vous en avez partout en France, avec à peu près le même profil, les mêmes missions, les mêmes compétences. Voilà, on s'est regroupé assez récemment. Avant, vous avez peut-être connu précédemment Annerie Bois en Haute-Normandie ou Profession Bois en Basse-Normandie. Voilà, lors de la fusion, on s'appelle maintenant FIBOA Normandie. Alors, voilà. Donc, voilà ce que je disais sur qu'est-ce que c'est que la filière bois. Donc, il y a la partie amont forestier avec les pépiniéristes, les sylviculteurs, les propriétaires forestiers, les communes forestières, l'ONF. C'est la partie, alors là je ne l'ai pas mis, mais j'aime bien aussi associer le volet, le cycle du carbone à cette filière. Et donc tout l'amont forestier, c'est là où on va stocker du carbone en forêt. Avec les limites qu'on connaît aussi et qu'on ne pourra pas forcément tout demander à la forêt. Mais voilà, c'est bien là qu'on va stocker le carbone. On va aussi en séquestrer sur notre dernière étape, qui est la partie de la construction, donc tous les matériaux en fait de construction, mais aussi les matériaux du quotidien qui peuvent être fabriqués en bois, permettent de séquestrer temporairement également du carbone. Et puis on a les étapes intermédiaires que sont les étapes de transformation. Première transformation avec les scieries. Et deuxième transformation, où là, on va être sur la production des matériaux de construction en particulier. Et puis, alors, il y a la partie aussi bois énergie, mais vous verrez que tout ça est vraiment bien lié, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer d'un côté le bois énergie et le bois d'œuvre. C'est parce qu'on fait du bois d'œuvre que on a un sous-produit qui est le bois énergie. Et ce bois énergie permet aussi de se substituer aux énergies fossiles. Et donc, pour préciser un petit peu sur le volet prescription bois qui nous concerne plus ce soir, notre objectif, il est clair et simple, c'est de développer l'usage du bois dans la construction en Normandie, en sensibilisant et mobilisant la maîtrise d'ouvrage, en accompagnant la maîtrise d'œuvre et les entreprises, et en travaillant en partenariat avec l'ensemble des acteurs, notamment sur le volet
de l'emploi, des métiers, des formations, parce que il y a un manque crucial en ce domaine dans les entreprises, et en créant des outils permettant de valoriser notamment le bois local et les biosourcés pour essayer d'augmenter leur part dans les projets. Donc, vous avez deux interlocuteurs, hein, Antoine Pugervy, que vous avez peut-être déjà rencontré, qui est là depuis plus longtemps que moi en tant que prescripteur, et puis donc qui va plutôt être lui en charge de la Haute-Normandie, et moi-même qui suis arrivé sur le volet prescription il y a un peu moins de 6 mois. Avant, j'étais plutôt sur la partie bioénergie. Et je suis plus en charge de la basse Normandie. Alors, Carole, je crois que c'est à toi de prendre le relais. Donc, Très bien. Je pensais que tu gardais la parole pour l'intro. Simplement, je mentionne pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la caméra de Vincent, parce que le micro, c'est celui de Julien. Et donc, vous pouvez épingler la caméra de Vincent. Moi, ça m'a pas apparu immédiatement. Donc, c'est possible de t'épingler comme ça, même quand tu parles. On peut te voir et pas aller te chercher dans les autres pages. Donc là, ce qu'on voulait vous mentionner, c'est que ici, on va aborder la filière paille, la filière chanvre et la filière terre, mais il en existe d'autres. Et on a aussi de la documentation sur ces filières, mais il a fallu choisir. Donc, c'était simplement pour vous mentionner cette sélection. Et vous montrer effectivement un panorama qui va de la pierre massive à la filière lin ou la filière chaume, dont on ne parlera pas précisément aujourd'hui. Mais bon, pour compléter effectivement le propos sur des filières qui sont présentes en Normandie et qui présentent un certain redéveloppement ou des débouchés intéressants, dont certains d'ailleurs sont encore à structurer. Ici, on voulait vous mentionner certaines études, et notamment l'étude de Maillon, qui permet justement de retrouver des synthèses de ces états de filière. Donc ça, c'est un travail, grosse équipe. Vous voyez tous les partenaires ici, c'est sur le territoire normand et Île-de-France. Et donc, on retrouve sur cette première, là, c'est un extrait de la première phase, qui est un sourçage. Vous pouvez retrouver des synthèses de toutes ces filières et celles qui ne seront pas présentées aujourd'hui. Et on voulait particulièrement vous en parler, puisque la restitution de cette étude de plusieurs années sera le 7 novembre au Havre. Donc, c'est la Normandie qui l'accueille. On est très content et contente. Et donc, on vous invite à nous rejoindre. 7 novembre, on verra en fin de webinaire, il y a pas mal d'événements. Mais certains sont concentrés au même endroit. Donc, je continue avec la filière paille en Normandie. La première question qu'on nous pose, pardon, c'est pas très lisible. La première question qu'on nous pose, c'est est-ce qu'il y a assez de paille pour en mettre dans les murs? Et la réponse, c'est oui. Avant, il y avait cette phrase qu'avec 10% de la paille de blé produite en France, on peut construire 100% des bâtiments et les isoler en bottes de paille. Là, il y a une étude qui vient de sortir, donc ça fait une semaine qu'elle est sortie. Elle a été menée par le RFCP et les antennes régionales, puisque là, on est beaucoup plus spécifique à chacune des régions. Et donc là, on est en mesure d'affirmer qu'avec 0,5% de la paille produite en Normandie, on peut isoler 10% des bâtiments neufs. 10%, c'est pas le cas aujourd'hui de la construction paille. Donc voilà, on a largement de la marge. Et c'est des chiffres qui prennent vraiment état, bien évidemment, de l'exploitation animale avec les litières, aussi de la paille laissée sur champ et des transferts entre régions. Vous voyez, il y a 11% excédentaire et on pourrait en utiliser que 0,5% pour la construction. Petite mention. Petit réseau français de la construction paille.
Oui, on viendra tout à l'heure, on aura un slide sur le réseau, peut-être que je pourrais y revenir. Là, on mentionne la paille de blé. Il y a d'autres productions, il y a l'orge, notamment en Normandie, mais pour l'instant, il y a seulement la paille de blé qui est encadrée par des règles professionnelles. Donc ça, c'est juste après, le slide juste après. Donc c'est une technique, pour celles et ceux qui ne savent pas, qui est encadrée. Euh, Ici, on travaille avec une botte dite paysanne, donc un peu plus courte que les bottes qu'on a l'habitude de voir dans les champs. C'est 37 par 47. 37 cm, c'est le minimum d'épaisseur de la paroi, et donc ça confère des qualités assez exceptionnelles. Donc, on imagine bien un potentiel isolant, une isolation acoustique isolante thermique, une bonne isolation acoustique, mais surtout des qualités de déphasage avec 12 à 16 heures, ce qui assure un excellent confort d'été. J'ai vu passer une question, mais... J'y réponds. Ok. Ces règles professionnelles, en fait, elles sont accompagnées de formations. Aujourd'hui, si on veut construire dans un cadre d'une commande publique ou privée, il faut avoir la certification ProPaille. Donc, c'est la slide juste après, qui est du coup une formation certifiante sur l'isolation en botte de paille. Donc, c'est la technique principale. Il en existe d'autres. Euh, je peux le mentionner rapidement. La construction en paille, elle vient des colons qui, aux États-Unis, n'avaient pas de pierre et donc ont utilisé les bottes de production agricole. Et ces premières techniques, c'était de la paille porteuse. Et c'est une technique qui se fait toujours. Simplement, elle n'est pas normée comme l'isolation en botte de paille. Il y a aussi l'isolation thermique par l'extérieur, et ça, on le verra tout à l'heure. Je vous montrerai aussi un peu l'actualité. Donc là, cette année, Juste petite précision pour avoir fait cette formation ProPaille, une formation certifiante avec une équipe extraordinaire où on mêle pratique et théorie. En fait, c'est un peu comme un labo où on expérimente la paille en toiture, la paille en structure, les enduits sur paille. Enfin voilà. Donc, si vraiment vous voulez enfin voilà, acquérir une pratique, vraiment c'est une formation qui est hyper intéressante. Et je suis sûre que voilà, ça donne en tout cas un intérêt encore plus important à faire de cette pratique un quotidien, quoi. Voilà. C'était juste un petit avis, excuse-moi, Carole. ah bah, c'est une excellente intervention puisque ça compte pas quand je le dis. Mais là, ce qu'on peut se dire, c'est que cette année, voilà, en septembre, c'était la dernière session 2024. On en a fait 4 sessions. On aurait pu en faire une cinquième si l'agenda des formateurs le permettait. On explique cet engouement par deux phénomènes. Premièrement, c'est qu'on a intégré les BP charpentes, donc ils repartent avec la propaille, les BP du CRF BTP de Bourterould. Et il y a eu aussi un engouement auprès des bailleurs sociaux. Et je vais en parler à plusieurs reprises. Je pense que vous êtes, je pense, nombreux et nombreuses à l'avoir sans doute pressenti. Les bailleurs se saisissent de la construction paille en Normandie et s'y investissent. Donc il y a beaucoup de bailleurs qui se sont formés à cette formation très approfondie. Et je vois la mention de Frédéric Cousin, effectivement un membre pionnier du RFCP, qui est le formateur de cette session, en binôme avec Éric Lyon, qui est charpentier sans frontières. Donc on est sur des pointures. Et donc voilà, cette animation de filière, je l'ai mentionné tout à l'heure, on a le réseau français de la construction en botte de paille. En Normandie, l'ARP est référent. Cela étant, il n'y a pas d'antenne RFCP à proprement dit. C'est quelque chose qui est à construire depuis plusieurs années, mais il y a eu des initiatives, ça n'a pas forcément abouti. Et c'est quelque chose qui est très important,
qu'on travaille particulièrement avec la Chambre d'agriculture. Et là, je vous mentionne une initiative là aussi très récente de la 3e session Propaille. Je sais il me semble que Estelle Biotte est dans le public avec Simon Martin de Atelier des Deux Anges et Estelle Biotte de Façade Bois. On portait cette initiative de créer un réseau enfin un lieu de conversation pour l'instant qui se centralise sur LinkedIn. Je voulais en parler ici. Euh, c'est récent, donc si vous voulez, on vous donnera le lien, mais voilà, ça s'appelle La Paille en Normandie. Et ensuite, Laure, qu'on a identifié ici, a réussi à dégager un petit peu de temps pour proposer l'année prochaine une animation, peut-être des rencontres entre professionnels certifiés Propaille pour pouvoir échanger sur des actualités, des difficultés, des expériences en commun. Donc voilà, et ensuite vous mentionnez le réseau. Alors voilà, rien que cette année, il y a 60 professionnels qui ont été formés. C'est une formation qui existe depuis 2019. Bon, au début, il n'y avait qu'une session, après 2. Voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Ici, c'est un aperçu d'une carte qui date de l'année dernière, puisqu'on est en train de refaire toute notre cartographie, qui n'est dorénavant plus restreint uniquement aux adhérents et aux adhérentes. On a décidé de l'ouvrir à tous et à toutes. Donc, si vous êtes un professionnel qui fait de l'éco-construction, vous êtes les bienvenus sur notre cartographie. Donc, je vous montrerai juste après comment vous pouvez vous y inscrire. Donc, c'est Roxane qui s'occupe du réseau. Normalement, la nouvelle cartographie devrait être publiée dans les semaines à venir. Et donc, on a hâte d'y voir le nombre. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler rapidement des autres techniques. Donc, je l'ai abordé tout à l'heure. On a l'isolation thermique par l'extérieur. Et là, je vous montre le bâtiment de Frédéric Denis, donc Archipel Zéro, qui a été construit par Atelier 1702 en 2015, donc il y a déjà 10 ans. Un projet avec une couverture de chaume, mais là, ici, une isolation thermique par l'extérieur en bottes paysannes, donc épaisses. Il y a un groupe de travail qui est investi sur le sujet depuis de nombreuses années pour essayer de rédiger les règles pro. Et peut-être, là, on n'en a pas parlé, mais il y a d'autres formats de bottes qui peuvent se produire. On appelle ça la botte à façon, qui permet de façonner une botte aux dimensions plus standards de la construction. Là, vous l'avez compris, il y a des dimensions fixes, 37 par 47, et donc on vient adapter l'ossature à cette dimension et non l'inverse. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de production de bottes à façon en Normandie, mais c'est aussi quelque chose qui serait plus qu'intéressant de développer, d'avoir des bottes de 22 par 59, par exemple, ce qui se fait dans d'autres régions. Ici, on a un deuxième exemple. Vous en avez aussi sans doute entendu parler, c'est la paille insufflée, qui se développe aussi pour cette raison qu'elle s'adapte à l'ossature et non l'inverse. Elle demande peut-être moins de revoir sa manière de dessiner, de concevoir, puisque c'est finalement comme de la ouate de cellulose. On vient insuffler de la paille entre deux caissons de planches de bois. Donc on a la vie technique et on a de plus en plus de professionnels qui sont formés, puisque rien qu'en 2024, il y a eu 2 formations au CRF BTP sur la paille insufflée. Donc voilà, dans les actualités aussi, les règles pro sont en réécriture pour sans doute réintégrer, alors c'était l'autre slide, j'en avais encore quelques trucs à dire, pour réintégrer peut-être la paille d'orge et la paille de riz qui est produite en quantité dans certaines régions. Et voilà, vous avez aussi des fiches FDES qui sont à venir. C'est bon, tu peux. Là, encore une fois, on est quasiment dans le futur parce que pour l'instant, c'est pas opérationnel.
C'est le RFCP. Vous avez peut-être sans doute vu ce logo que j'ai mentionné plusieurs fois, France 2030. Le RFCP est lauréat d'un financement ADEME. Et donc, ça va aussi participer à une nouvelle dynamique dans les 4 prochaines années. Et là, c'est un travail d'identification des projets construits. Donc, il y avait ce site internet qui s'appelle Construction Paille en France, qui n'est pas à jour. Et là, le RFCP va récupérer les droits. Et nous, ARP, sur le territoire normand, on va pouvoir leur fournir toutes les données de bâtiments qu'on aura réussi à identifier. C'est très difficile d'être exhaustif quand on nous demande il y a combien de bâtiments qui sont construits en botte de paille en Normandie, parce qu'en fait, et c'est un bon signe, c'est qu'on n'arrive pas à suivre. Et il y a aussi un point à prendre en considération, c'est qu'il y a 10 ans, c'était majoritairement des maisons individuelles. Et là, aujourd'hui, ça devient des bâtiments, des ERP, et pour beaucoup des établissements scolaires. Donc, c'est pas la même échelle de projet. Donc, c'est ça aussi, c'est qu'il y a un intérêt à pas forcément compter en nombre de projets, peut-être en surface de bottes de paille. Et c'est aussi notre objectif avec cet inventaire, c'est d'être assez précis et dans ces petites fiches qu'on pourra retrouver sur les projets en bottes de paille. Donc, si vous-même vous avez construit il est possible de inscrire son travail, ses projets dans cet inventaire. Hop, alors attendez, je vous ai perdu. Voilà. Je voulais vous parler aussi un autre pôle de l'Arc Normandie, c'est celui des fiches Rex. Donc là, je vous présente le travail de Laure, Mathis et Roxane qui vient de paraître sur un projet, un bâtiment isolé en botte de paille qui a également du bardeau de châtaignier. Donc c'est à Foligny. Et donc on retrouve comme ça sur le site de l'ARP, on le verra tout à l'heure, ces fiches qui sont des études approfondies sur un bâtiment qu'on est venu décortiquer sur ses phases, sur les techniques, et qui intègre aussi des notions plus générales sur comment construire en botte de paille dans ce cas, dans ce cas-ci. Et prochaine slide. Et non, je voulais juste rajouter une chose. Je suis embêtante à Carole, hein, Ah bah j'arrête pas non, de c'est te bien. couper. Alors, le pôle multiservice de Foligny, il a fait l'objet de notre avant-dernier webinaire. Et donc, du coup, ça tombe bien, c'est fiche. Et comme tu vas le dire aussi, parce que il y a une visite. Donc, en fait, le webinaire, les fiches et la visite. Et vous aurez. Alors, le webinaire est toujours en ligne sur le site de l'Ordre pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Et donc, du coup, un beau complément. Bah, Pour voilà, c'est compléter, parfait. faut préciser que ce sont 3 fiches sur des réalisations paille qui sont produites ou en cours de publication à l'ARP cette année, donc, notamment un logement collectif qui a fait un usage de la paille à Bréville-sur-Lèze, un pôle de petite enfance isolé en paille à Gouvy, donc à Vaudos, et puis également Foligny. Ce sont 3 fiches que nous avons pour certaines publiées, une en cours de finalisation et une fiche qui sera publiée vers la fin de l'année pour le RPE de Gouvy. Les fiches, elles sont en ligne, Julien, ou il Tout faut à les fait. demander à l'Arbre? Oui. Oui, on a prévu en fin de présentation justement de donner cette information, mais vous avez un espace ressources sur notre site internet et toutes ces fiches sont téléchargeables. Pour certaines, elles sont distribuées lors de visites ou différents événements où vous aurez l'occasion de nous rencontrer. Donc des fiches, je le dis souvent, presque réducteur, l'appellation fiche, parce que c'est quand même plus d'une quinzaine de pages sur le bâtiment, plus quelques pages qui sont adjointes et qui viennent parler de la filière en elle-même. Deuxième chapitre. La filière chanvre en Normandie, qui est un projet, on a un financement de l'AESN, donc l'Agence de l'eau, en collaboration avec la Chambre d'agriculture de Normandie. Et ce projet s'appelle Chanvre normand.
Il est animé par Eva Zaccaro, qu'on a mentionné tout à l'heure. Il y a aussi avec une chambre et territoire qui est plutôt à destination des collectivités. Et donc, si on peut passer à la slide juste après. Voilà, là, rapidement, hein, vous expliquer que la culture du chanvre est, est particulièrement mise en avant par des politiques de région en vue de développer le chanvre textile. Mais au-delà de ça, c'est une culture qui a besoin de très peu d'eau, très peu d'entrants, et pas besoin d'être traitée. Et en fait, le système racinaire de la plante, c'est des plantes qui montent très haut, donc elles font plus de 2 mètres. C'est très dense, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de les traiter, parce que du coup, il y a pas de pousses d'autres espèces. Et les racines viennent casser la terre, et donc ça permet une excellente rotation des cultures. On a de très bons rendements à la prochaine exploitation de cette terre. Donc voilà, la plante de chanvre, on peut en tirer plusieurs valeurs. Vous connaissez sans doute la graine et l'huile de chanvre. Et donc là, ici dans le bâtiment, nous, on s'intéresse à deux éléments. Le cœur, qui est la chènevotte, qui est plutôt dur, même si légèrement spongieux, enfin, comme une petite éponge, un peu dure. Et la filasse, qui est du coup la fibre qui entoure ce cœur de chènevotte. Vous voyez très bien sur la photo. À savoir, juste je mentionne les poussières. Il y a aussi une valorisation des poussières. On peut passer. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que la Normandie produit beaucoup de chanvre, mais c'est le cas de la France, en fait. On voit, je ne sais pas si vous arrivez à lire cette carte européenne. Voilà, nos voisins allemands et italiens produisent 4000 hectares contre 22 000 en France. Donc ça, c'est des chiffres de 2022. Et juste à côté, je vous ai mis la carte des chanvriers. Donc en fait, puisque une fois qu'on récolte le chanvre en ballot, on a besoin de le défibrer, de le transformer. Et donc, on a en Normandie une unité de transformation qui s'appelle AgroChanvre, qui est vraiment à la frontière entre la Manche et la Bretagne. Et bon, cette carte date un peu puisque on a aussi les chanvriers en circuit court qui sont des plus petites structures et on mentionne Ecopertica dans le Perche qui pour l'instant a cessé son activité. Là, voilà, encore une fois, c'est juste pour vous faire un tour d'horizon. On présente ici plutôt, on va plutôt présenter le béton de chanvre qui peut être fait avec de la terre ou de la chaux, même s'il y a d'autres utilisés, on peut utiliser en filière sèche la filasse ou la chènevotte. Donc là, voilà, le béton de chaux chanvre ou de terre chanvre peut être banché ou peut être projeté. Et simplement, voilà, je mentionnais dans la slide à venir que pour l'instant, il n'y a que le béton de chaux-chanvre qui est réglementé par les règles professionnelles qui datent de 2012 et qui viennent, encore une fois, une annonce très récente, qui viennent d'être mises à jour cette année. Donc, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. C'est pas simple hein, de valider des règles professionnelles aujourd'hui. Ça l'était peut-être plus il y a quelques années. Donc, c'est pour ça que c'est des règles qui mettent longtemps à sortir, hein. C'est la même chose avec les règles professionnelles chaume ou paille qu'on a mentionné tout à l'heure. C'est assez difficile de faire valider les essais par le CSTB. Si on poursuit, je vous présentais des guides qui, là, sont hors cadre normatif, mais qui sont tout de même des références pour la construction en terre allégée, donc le béton de terre chanvre.
Ces 2 documents, on le verra tout à l'heure, sont disponibles gratuitement sur le site de l'ARP. Je peux compléter rapidement en disant que là, tu as fait le choix du fait de la filière normande de parler plus précisément du béton de chanvre, mais on peut également mettre en œuvre le chanvre sous forme de panneaux isolants, rouleaux ou blocs également de chanvre. Je crois qu'Agrochambre d'ailleurs en produit, hein, le bloc, c'est une espèce de métier. Oui, c'est ça. Les blocs, ça aussi, c'est sans doute quelque chose qui vous a été dont vous êtes au fait. C'est effectivement la technique sèche, filière sèche, des blocs de chaux-chanvre par notamment Isoemp en Belgique ou Biosis en France. Là, encore une fois, c'était pour vous mentionner que vous pouvez retrouver des partenaires avec qui travailler sur ces sujets grâce aux cartos de l'ARP. Vous y trouverez des maçons, des maçonnes, mais aussi des bureaux d'études et puis des architectes et les fournisseurs. Et pour terminer sur cette filière, vous mentionnez la formation Construire en chanvre, qui, en fait, pour l'instant, est dissociée en 2 pôles. On a la session conception, qui s'adresse du coup aux architectes, aux bureaux d'études et aux économistes, et la session application, qui s'adresse aux personnes qui mettent en œuvre. Donc là, cette année, on a fait une session application en juillet, et on fait 2 sessions conception, une première en février et une deuxième qui est à venir au mois d'octobre. Donc, il reste des places. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. C'est 4 jours de formation, 3 formateurs. Anthony Stéphan, un artisan plutôt de la Manche. Mathis Rager, un architecte de l'agence Anatomie d'Architecture. Et Laurent Mouly, un ingénieur notable dans l'évolution et la massification du béton de chanvre, qui saura expliquer les phénomènes de transfert hydrique du béton de chanvre qui lui donnent des performances inégalables. Donc voilà, enfin oui, bon, on n'a pas le temps de rentrer dans ce détail-là, mais voilà, les transferts d'humidité produisent de la chaleur ou rafraîchissent. Voilà, là, ouais, simplement la mention de l'ARP, c'est que c'est une formation construite en chanvre sur le béton de chaux-chanvre, mais pour autant, on y intègre quelques notions sur le béton de terre-chanvre. Transition vers du coup la filière terre crue en Normandie. Construire en terre, c'est utiliser. On peut utiliser la terre de site, donc c'est voilà juste après. On peut utiliser la terre de site, c'est donc sous la couche végétale, mais si c'est trop difficile de qualifier sa terre de site ou si elle ne permet pas de l'exploiter avec les techniques adéquates, on a des gisements qui existent. Encore une fois, il est possible de retrouver sur les cartographies de l'ARP des fournisseurs. Donc voilà, ça peut être effectivement des entreprises de terrassement ou bien des briqueteries, des carrières. On a tout un inventaire. Et alors, d'autant plus sur la notion de réseau de la filière terre en Normandie, c'est que Eva Zaccaro, qu'on a mentionné tout à l'heure sur la filière du chanvre, son sujet d'étude de son DSA cratère, c'était une mise à jour et l'identification du réseau normand. Un sujet étrangement qui n'avait jamais été choisi. Et donc là, ce matin, elle a pu le présenter lors du colloque Culture de la recherche à l'ENSA Normandie. Et elle va mettre à disposition toutes les données de sa recherche sur le site de l'ARP et sur la cartographie de l'ARP. Donc on y retrouve bien évidemment cet amont, comment se fournir, mais aussi tous les autres acteurs. Voilà. Bon, on essaye d'être très succinct parce que la construction en terre crue, ça englobe énormément de techniques.
Ces techniques doivent correspondre avec la qualité de la terre employée. Si on se concentre sur les techniques qui sont cohérentes avec notre climat et notre terre en Normandie, on a bien évidemment la bauge. Donc la bauge, c'est une technique de terre porteuse qui est généralement réhumidifiée et aussi généralement dans laquelle on vient ajouter quelques cailloux et de la fibre longue. On a un parallèle, souvent un rapprochement qui peut être fait avec la technique de pisé, qui elle est plutôt adéquate au sud de la France. Et donc elle qui est une technique sèche. On a le torchis, que vous connaissez très certainement pour faire de la réno en Normandie. On démonte beaucoup de cloisons de torchis. On a la terre allégée qui est là une technique plus récente. On l'a vu tout à l'heure. Avec la projection, on a des mélanges qui sont beaucoup plus isolants que la technique du torchis qui, elle, apporte plus d'inertie. Donc voilà, à chaque qualité recherchée, on associe la technique. Et on a aussi, bien sûr, les enduits intérieurs qui sont privilégiés aux enduits extérieurs en Normandie et les techniques d'adobe qui sont des briques de terre crue. Il y a aussi d'autres techniques de briques. Il y a les BTC qui sont des briques de terre comprimées et également les briques de terre extrudées. Donc le réseau, voilà, j'en ai parlé, finalement, j'ai pas pu résister à mentionner le travail d'Eva dès la première slide, mais voilà, on va aujourd'hui avoir un écosystème normand bien plus à jour grâce au travail d'Eva qui est également disponible sur le site de l'ARP dans la catégorie des ressources. Et vous y retrouverez du coup, voilà, c'est catégorisé par effectivement les fournisseurs. On a aussi les structures associatives, les architectes, les maçons, les maçonnes et d'autres entités que les parcs naturels régionaux aussi qui ont été quand même des éléments, des moteurs, notamment dans le développement du réseau dans le Cotentin. Voilà, ici aussi pour vous mentionner le cadre normatif dont on dispose pour construire en terre crue. Là, pour les règles professionnelles, finalement, c'est comment la terre crue s'inscrit dans des règles professionnelles qui abordent d'autres sujets. Donc voilà, on l'a vu pour les règles professionnelles, Muriel l'a mentionné, il y a les enduits à la terre. On a effectivement, j'ai pu en parler tout à l'heure, les briques de terre comprimées, donc ici un contexte à Mayotte, et les enduits qui, eux, effectivement, sont assurés par des règles professionnelles. On a aussi des normes sur les briques et les blocs. Mais voilà, l'ouvrage de référence, ouais, c'est effectivement la slide d'après. L'ouvrage de référence, c'est le guide des bonnes pratiques qui reprend ici le torchis, la terre allégée, l'enduit en terre, la bauge, le pisé et les briques de terre crue. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est disponible sur le site de l'ARP. Et pour finir... Et oui, vas-y. De le vendre parfois sur des événements et pour leur faire une petite mise en avant, n'hésitez pas, vous pouvez aussi le commander sur le site de Maison Paysanne de France. Et pour finir, on voulait vous inviter à notre AG qui a lieu dimanche prochain parce qu'elle n'a pas lieu n'importe où, elle a lieu dans un bâtiment, la Maison de la Forêt à Montfiquet, qui est un bâtiment qu'on a beaucoup étudié. Là aussi, on a une fiche très détaillée qui a été réalisée par Mathis, Laure et Roxane. Et c'est un bâtiment qui est particulièrement intéressant parce qu'on a plusieurs techniques de terre. On a des adobes qui viennent de l'association Enerter qu'on a mentionné tout à l'heure pour le Rénoac. On a de la terre allégée qui a été mise en œuvre par Julien Lucas et d'autres collègues de la CE des chantiers de demain. Et on a surtout une bauge hybride pisée
qui est en fait une technique qui a été improvisée en phase chantier, puisque les banches ajourées n'étaient pas disponibles. Donc le fait d'utiliser des banches fermées, Lucas a décidé de ne pas réhumidifier sa terre et donc de la pilonner au pneumatique. Et là, en fait, c'est une très bonne surprise parce que souvent le point négatif de la bauge et d'autres techniques de terre humide, c'est le temps de séchage, qui est à prendre en compte dans la construction de nos phases de chantier. Et c'est pas toujours simple à intégrer. Et là, cette technique qui vient d'être expérimentée à Montfiquet a considérablement réduit le temps de séchage de ce mur de Bauge hybride. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. L'AG aura lieu le matin et l'après-midi, on a prévu un atelier autour de la terre crue et aussi une visite de ce super bâtiment. Voilà, ce sera l'occasion de vous montrer et de parler de la terre, en fait, du site, de parler des différents états de la terre, les différentes techniques qui ont été mises en œuvre sur le bâtiment. On poursuivra par un exercice pratique, une visite commentée, et enfin une projection d'une web série qui a été produite à propos de ce chantier. Et tu peux rester sur la diapo, Muriel, de l'AG, de l'art, parce que je trouve que ça fait une très bonne transition. Ouais, merci. Parce que effectivement, il y a la mise en œuvre de la terre sur ce bâtiment, mais il y a quand même aussi du bois en structure. Et d'ailleurs, le bâtiment a été primé au dernier prix régional de la construction bois, là, où la remise des prix s'est fait fin août. Et donc, c'est aussi pour montrer pourquoi on fait ce webinaire à 2 ou 3 voix. C'est parce que le bois et le biosourcé, ça va ensemble dans la très grande majorité des cas. Et on va le voir après sur les projets qu'on porte en commun, l'ARC et FIBois. Mais voilà, je trouve que ça fait une bonne petite transition pour évoquer la filière bois en Normandie. Alors, c'est vrai que, à la différence peut-être de certains matériaux biosourcés, la filière aujourd'hui, quand on construit avec du bois, malheureusement, on ne sait pas forcément d'où vient le bois. C'est un marché international, éventuellement français. On peut décider, on peut essayer de sourcer l'origine du bois, mais c'est pas forcément si simple que ça. Et en gros, il y a deux façons de faire. Soit on se rapporte à des labels, à des marques, comme la marque Bois de France, mais on n'a pas de marque Bois de Normandie. Il y a le Bois des Alpes, le Bois des Vosges, mais pas de bois de Normandie. Par contre, on peut aussi s'approvisionner en direct auprès de scieries. C'est quelque chose qui est possible et là, ça nous permet aussi de sourcer. Alors, pourquoi c'est aussi un peu compliqué la filière bois, en tout cas en Normandie, c'est parce qu'on est une région déjà assez peu dense en forêt. On n'a que 14% du territoire qui est forestier, avec 3 quarts de forêt privée et 1 quart de forêt publique. Et des forêts privées qui ne sont pas toujours exploitées, enfin, en tout cas gérées vers la production de bois d'œuvre. Et en plus de ça, on a une répartition des essences, comme vous le voyez sur ces camemberts là, très majoritairement en feuillus, 82% de feuillus pour 18% de résineux. Or, dans la construction, c'est vrai qu'on utilise aujourd'hui beaucoup plus de résineux. Alors, pour plusieurs raisons, hein, pour des raisons économiques, et puis aussi pour des raisons de savoir-faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a perdu certains savoir-faire, notamment sur le travail du bois vert qui permet de construire des charpentes en chêne. Alors, il existe toujours pour des bâtiments un peu exceptionnels et patrimoniaux, mais sur la construction classique, voilà, ça ne se fait quasiment.
Donc, un de nos objectifs, c'est aussi valoriser ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est essayer de mettre plus de bois dans la construction et, si possible, essayer de mettre plus de bois d'origine locale. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Là, vous avez une cartographie des scieries en Normandie. Donc, on est quand même une région avec une certaine densité de scieries qui, bien sûr, se retrouve à proximité des massifs forestiers. On a quelques très grosses scieries. Par exemple, une des plus grosses scieries de hêtres en France se situe en Normandie. On a une grosse scierie du côté de Beuzeville qui fait presque exclusivement du Douglas. Et puis, on a des scieries de taille plus modeste, notamment dans l'Orne, qui scient des feuillus, du chêne, du châtaignier, du hêtre, mais voilà, qui sont des scieries de taille plus modeste. Mais auprès de qui vous pouvez aussi vous approvisionner de façon plus facile sans forcément passer par des négoces. Voilà, alors juste une petite répartition pour montrer aussi l'évolution des usages du bois qui est récolté en Normandie. Aujourd'hui, la croissance annuelle de la biomasse en forêt, elle est de l'ordre de 3 millions de mètres cubes et on en récolte à peu près 1,5 million, 1,3 million. Donc ça veut dire qu'il y a encore un peu de marge, en tout cas qu'on ne récolte pas toute la croissance de la forêt et qu'elle continue à stocker et qu'elle continue à s'étendre. Mais on voit une évolution des ratios sur les usages, où la part bois-énergie augmente par rapport à la part bois-d'œuvre. Voilà. Donc, c'est le contexte qui veut ça, mais il faut y faire attention. C'est-à-dire que il faut garder un équilibre entre les usages, et c'est parce qu'on fait du bois d'œuvre qu'on fait des éclaircies, et que ces éclaircies peuvent être utilisées en bois énergie ou en bois industrie, mais l'idée, c'est pas de faire de la gestion silicone pour produire du bois énergie, et donc il faut rester vigilant par rapport à ça. Je vais descendre. Alors, dans les actions qu'on peut mener pour essayer de mettre en avant l'usage du bois dans la construction, on a ce que j'évoquais tout à l'heure pour la Maison de la Forêt, le prix régional de la construction bois. Donc, tous les ans, on propose aux porteurs de projets, alors ça peut être l'architecte, ça peut être l'entreprise, ça peut être le maître d'ouvrage, de signaler les réalisations de l'année. Et puis, voilà, on essaie de compiler l'ensemble de ces projets, à la fois sur des catégories maisons individuelles, sur des catégories bâtiments collectifs, du tertiaire, etc. Et de valoriser, mettre en avant ces projets-là. Et on essaye justement aussi, c'est pour montrer, oui, on peut mettre sur face caméra, donc tous les ans, il y a un petit guide qui est publié avec l'ensemble des projets qui ont candidaté. Comment, je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup, c'est pas très grave. Oui, donc c'est le prix de la construction bois, mais on voudrait l'orienter pour intégrer construction bois et biosourcés pour aussi valoriser l'intégration des matériaux biosourcés, et notamment des matériaux locaux. C'est les évolutions futures du prix. On peut descendre. Alors, tous les ans, vous éditez, enfin, à chaque fois qu'il y a un prix régional, en tout cas, vous éditez un petit livre, un fascicule, et voilà. Vous pouvez déjà aussi il y en a déposé à l'Ordre des architectes, si vous voulez avoir celui de cette année qui est tout frais. Et puis après, je ne sais pas, le réseau, vous en déposez très certainement. On a plein de dépliants, enfin de documents en réserve, donc n'hésitez pas à nous solliciter, on peut vous
en faire part et vous pouvez les distribuer. Et puis aussi, donc, les gagnants, on les fait remonter au niveau national pour le prix national de la construction. Reste Alors, plus qu'à candidater, donc. exactement. Une autre action qui est nouvelle pour nous, qui est plutôt à destination du grand public, ça s'appelle Habiter Bois. Et là, ça va se tenir pour la première fois en Normandie du 11 au 20 octobre. L'idée, c'est de faire découvrir au grand public la construction bois, les acteurs, et donc d'ouvrir des maisons individuelles, soit terminées, soit encore en chantier, pour donner envie. Hein, voilà, c'est tout simplement ça. Donc c'est pareil. Donc là, il y a déjà 4 ou 5 projets qui sont inscrits pour les visites cette année. Mais si vous avez des projets en stock que vous souhaitez montrer et vous savez que le maître d'ouvrage accepte la visite, ben, n'hésitez pas à m'en faire part. Il y a encore temps pour s'inscrire et présenter de nouvelles réalisations. Un autre outil qui peut être intéressant pour vous, c'est une plateforme qui s'appelle Réseau Bois. Alors, la plateforme, elle va être en ligne et opérationnelle à partir de mi-octobre. Et elle a pour objectif de mettre en relation des porteurs de projets, que ce soit la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, avec les entreprises en fonction de leur qualification, mais aussi des produits. L'idée, c'est, vous êtes porteur de projet, vous avez tel besoin, je veux faire un ERP R+2 je cherche une entreprise qui est en mesure de faire de la préfabrication paille pour ce projet. Eh bien, l'idée, c'est que vous ayez le résultat directement et que vous puissiez être mis en relation avec les entreprises qui correspondent à votre projet ou avec les entreprises qui produisent des matériaux qui peuvent répondre à votre projet. Alors bien sûr, cette base de données, elle n'aura de sens, elle ne sera intéressante qu'à partir du moment où on aura suffisamment d'entreprises qui rentreront dedans. Mais voilà, j'espère que ça va être un outil qui pourra vous servir. Comme tu veux, Julien, soit tu ou Carole. Oui, peut-être je vais reprendre, je vais poursuivre. Donc, on en parlait, Muriel vous posait la question tout à l'heure. Donc, la plupart des ressources, les ressources de l'ARC, en tout cas, sont sur le site. Vous pouvez voir ici la page sur laquelle vous pouvez les consulter ou les télécharger. On y met également des ressources qui ressortent en fait de notre veille, notamment produites par les centres de ressources bâtiments durables dont on vous parlera tout à l'heure. Également, vous voyez quelques productions de fibois aussi qu'on met en valeur sur cette page. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Il y a beaucoup de choses vers des destinations différentes, hein, sur le logement social, par exemple, mais aussi les filières peu transformées normandes, nos fiches règles dont on parlait tout à l'heure, et régionales de Fibois. Les formations, on en a abordé pas mal à travers les filières, donc la Propaille et la formation construire en chambre. Il y en a une autre aussi majeure sur la paille, c'est la formation AMO paille. On n'a pas détaillé la petite matrice que vous avez vue de Maillon, qui est une synthèse un peu de cette analyse de l'état de la filière, mais il y a un maillon manquant, c'est les AMO, qui sont assez peu nombreux ou nombreuses en Normandie. Donc voilà, on a une formation AMO. Donc si jamais vous avez des collaborateurs AMO sur lesquels vous allez travailler sur un projet paille, n'hésitez pas à les renvoyer vers nous et on pourra organiser à la demande une autre formation AMO l'année prochaine. Et là, ici, on voulait vous présenter des formations
qu'on appelle courtes, elles sont dissociées des autres parce qu'elles ne sont pas certifiantes, mais elles sont tout de même encadrées par un organisme de formation qui vous permet de rembourser vos frais. Donc cette année, on a fait une formation sur la terre crue avec Françoise Streff, qui est un expert plus spécifiquement de la construction Bauge, un expert international reconnu par de nombreux pairs. On a fait une formation sur la paille avec Aymeric Prigent, là aussi un membre fondateur du RFCP, et une formation sur le chanvre avec plus spécifiquement la problématique de la variabilité de la ressource avec le chercheur Théo Vinceslas, qui est expert voilà, comment s'assurer d'avoir une isolation qui a toujours les mêmes propriétés, sachant qu'on utilise une chaîne vote et une terre différentes. Donc voilà, on a aussi une formation à venir sur la qualité de l'air et la ventilation, qui est du coup vendredi prochain. Et dans les autres formations de cette fin d'année, on a une formation de 2 jours à distance par Luc Floissac. Donc, si vous ne connaissez pas Luc Floissac, c'est la rockstar de l'éco-construction, hein, puisqu'il il est avant-garde des premières heures et aussi un ingénieur extrêmement pointu et qualifié sur l'ACV, donc l'analyse du cycle de vie. On a également une formation à venir avec Frédéric Cousin. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est le formateur Propaille, mais il a une autre casquette de formateur à la conception passive, puisque bottes de paille et conception passive sont particulièrement cohérents. Et une formation cette fin d'année sur la construction en chaume, que je vais pouvoir assurer aux côtés de la chaumière Marine Leparc, qui est aussi coordinatrice de l'association nationale. Et donc, celles que je n'ai pas nommées, c'est des formations qu'on n'a pas pu maintenir parce qu'il n'y avait pas assez d'inscriptions. On avait pourtant bon espoir dans des nouvelles thématiques comme l'isolation phonique avec des biosourcés et des géosourcés, distinguer aussi de la qualité acoustique. Et on avait une formation très demandée sur la rénovation globale. Et pour autant, voilà, on n'a pas réussi à les maintenir. Et c'était là aussi un sujet éventuellement de cet échange avec vous. C'était de nous faire remonter les difficultés que vous rencontrez ou alors vos besoins. Est-ce que voilà, l'année 2024 était compliquée pour se former? Est-ce que le choix de formation, en fait, est peut-être pas exactement celui que vous recherchez? Voilà, on avait envie d'avoir un temps d'échange avec vous et aussi de vous faire comprendre que nous, ce qui nous plaît, c'est aussi de faire des formations sur mesure. Donc voilà, si vous avez des sujets spécifiques, nous, on a des contacts ou des compétences internes pour pouvoir mettre en place voilà, un sujet de formation qu'on n'aurait pas eu en tête. Voilà. Le catalogue 2025 va bientôt être constitué, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos recommandations ou vos besoins. Et du coup, moi, je vous parle aussi un petit peu de formation, alors plutôt là sur une formation longue, mais pas à temps plein, en fait, qui s'adresse vraiment aux architectes. Hein, c'est ce qu'on appelle la formation 2C PBC, concepteur construction bois bas carbone. Donc, c'est une formation de 5 modules indépendants de 21 heures chacun, qui est à cheval sur 2024-2025. Alors, vous voyez là la liste des modules. Donc, vous pouvez soit suivre l'ensemble de la formation, soit choisir des modules qui vous intéressent plus particulièrement. Donc, on parlait de la Rockstar tout à l'heure, elle est aussi dans le module 4 de cette formation, mais blague à part, voilà, si cette formation vous intéresse, il faut faire signe très rapidement parce qu'elle commence le 10 octobre. Il y a déjà des modules qui sont complets.
Voilà, manifestez-vous, voir s'il y a de la place dans les modules qui vous intéressent. Parce qu'il y a des modules qui sont interdépendants les uns des autres. Enfin, on peut s'y inscrire de manière interdépendante. Voilà, on peut tout à fait participer à un seul module si c'est tout à fait possible. Alors, voilà. Il y a un parcours du module 1 à 5, mais pour des gens qui ont déjà une expérience, effectivement, ils peuvent dire juste le module 3, c'est celui que je veux. Alors, maintenant, on va passer à la partie sur les actions qu'on mène en commun entre ARP et FIBOIS. Et on va commencer par présenter le pacte bois et biosourcé, qui est coporté par l'ARP, FIBOIS et également l'URCOFOR, qui est l'association, l'Union régionale des collectivités forestières. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pacte? C'est en fait un engagement. L'idée, c'est d'engager la maîtrise d'ouvrage pour qu'elle augmente la part de bois et de biosourcés dans ses projets. C'est pas que en Normandie que ça existe. Des pactes, il y en a dans plusieurs régions. Ça a commencé en Île-de-France, et donc on s'est inspiré en fait de leur démarche qui a bien fonctionné pour la dupliquer en région. Ça veut dire quoi? Alors, donc, ce sont des maîtres d'ouvrage qui s'engagent, et c'est nous, les copilotes, qui nous engageons aussi à accompagner ces maîtres d'ouvrage pour atteindre leurs objectifs. Alors, leurs objectifs, c'est quoi? On va les voir sur la diapo. Ah non, peut-être pas. Non, pas la diapo d'après, mais on peut la passer quand même. La diapo d'après, c'est juste pour expliquer un petit peu comment on a construit et rédigé ce pacte. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait tout seul dans notre coin. On avait déjà l'exemple, effectivement, des autres régions qui avaient commencé. Et puis, on a pris le temps de rédiger avec l'ensemble des partenaires publics, privés, en Normandie, il allait se décliner comment ce pacte, comment on allait fixer les seuils, les règles. Par exemple, il y a une règle qui est spécifique à la région, c'est que donc il faut une certaine quantité de bois et de biosourcés, mais il faut à minima 2 familles différentes de matériaux pour valider, pour que le projet rentre dans le cadre du pacte. L'idée, c'est pas de mettre tout notre bois en charpente et puis de mettre que du béton ailleurs. C'est d'avoir des projets qui sont cohérents. On peut passer la diapo suivante qui va préciser exactement les engagements. En fait, le maître d'ouvrage, donc quand on parle de maître d'ouvrage, en fait, c'est soit des collectivités, soit des bailleurs sociaux, soit des promoteurs immobiliers. On a les 3 qui sont représentés. Donc, ils s'engagent à mettre dans leur projet, sur les 4 ans à venir, un minimum de surface de plancher qui répondent aux critères du pacte. Ils peuvent choisir ce pourcentage et en fonction de leurs ambitions, or, argent, bronze. Et les surfaces de plancher qui sont comptabilisées dans le pacte sont celles pour lesquelles on aura à minima 36 kg par mètre carré de bois et de biosourcés. Donc, pour fixer ces valeurs-là, ça correspond à l'ancien label bâtiment biosourcé qui vient d'évoluer là cet été. Maintenant, on compte plus en kilos de matière, mais en quantité de carbone. Mais bon, à l'époque, quand on a rédigé, on était encore en kilos de matière. C'est quelque chose qui est plus facile à appréhender et mesurer. Donc, on a gardé ces valeurs-là. Comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait dans chaque opération au moins 2 familles différentes de biosourcés. Et il y a aussi l'objectif d'atteindre au moins 30% de matériaux biosourcés d'origine française. Donc, il faut pouvoir tracer l'origine des matériaux. Le signataire s'engage aussi à mettre tout en œuvre en interne pour pouvoir atteindre ces résultats. Et nous, on s'engage à les accompagner tout au long de leur process. On peut passer à la diapo suivante qui montre un petit peu les engagements. Donc, le pacte a été signé au mois d'avril pour une période de 4 ans. Au démarrage, on avait 25 signataires.
Aujourd'hui, on en a 28. Il y a encore 3 nouveaux signataires qui vont s'engager cet automne. Et l'intérêt, c'est aussi de donner une visibilité à la filière. C'est-à-dire que par rapport aux engagements des signataires, on sait déjà qu'il y a 100 000 mètres carrés en rénovation, 100 000 mètres carrés en construction. Je dis 100 000, c'est pour arrondir et parce qu'il y a plus de signataires aujourd'hui. Mais on sait déjà qu'il y a ces projets qui vont sortir de terre dans les 4 ans à venir. Et c'est aussi pour mettre en marche le reste de la filière, c'est-à-dire la production de matériaux. Et parce que c'est toujours pareil, quand on va voir les scieries, ils nous disent qu'il n'y a pas de marché, les porteurs de projets nous disent qu'il n'y a pas la ressource. Mais voilà, le marché, il est là, malgré le contexte qui est effectivement complexe. Et donc, en amont, mettez-vous en ordre de marche pour pouvoir répondre à ce marché et faire des projets ambitieux avec une ressource locale. Voilà. Donc, on est très content de ce démarrage, c'est-à-dire qu'on a du répondant. Les ateliers sont suivis. Et donc, on espère pouvoir augmenter la démarche. Et donc, l'idée, c'est aussi donc, il y a les signataires qui sont les maîtres d'ouvrage. L'idée, c'est qu'on ait un réseau de partenaires sur la maîtrise d'œuvre, d'avoir les archis, les BE qui sont en mesure aussi de pouvoir répondre à ces projets. Je vais prendre le relais. Ouais. Donc, le pacte, il y a un projet que nous avons en partenariat avec Fibois et ce n'est pas le seul. Donc, je vais vous parler rapidement parce que c'est un projet qui pourrait mériter quasiment un webinaire à lui tout seul, du réseau bâtiment durable, qui est en fait un réseau d'acteurs qui sont centres de ressources au national, pilotés par l'ADEME. La Normandie, en fait, pour des raisons historiques et quelques tentatives qui n'ont pas abouti, est la seule région aujourd'hui qui n'est pas pourvue pour un centre de ressources bâtiment durable. Ce réseau de centres de ressources national, l'objectif c'est de traiter de la ville durable au sens large, sur des thématiques assez diversifiées, notamment de l'adaptation au confort au canicule, en fait, tout simplement, à la qualité de l'air, en passant par notamment l'usage des biosourcés et le stockage du carbone dans la construction. Et voilà, il y a beaucoup d'autres sujets comme la réversibilité des bâtiments, l'auto-réhabilitation accompagnée, la frugalité, qui sont traités au sein de ce réseau. Et en fait, parce que ce projet s'inscrit dans une continuité naturelle en fait, des activités de production de ressources de l'ARP et de Fibois et en écho à ces activités d'animation, on démarre ensemble avec Fibois un travail de préfiguration de à quoi pourrait ressembler un futur centre de ressources normand, avec qui, et en tenant compte des spécificités en fait, de notre territoire. Donc ce travail, qui sera un travail quand même au long cours, devrait théoriquement s'achever fin 2025, début 2026. En tout cas, il s'adaptera aux besoins nécessaires pour qu'il y ait une construction solide de ce futur centre de ressources. Et pour ce faire, on sera amené à identifier d'abord et à aller consulter en fait tous les acteurs de la chaîne de construire et les représentations professionnelles pour identifier leurs besoins, les thématiques sur lesquelles ils travaillent déjà, celles peut-être qui manquent, celles qui sont à développer. En tout cas, comment faire ensemble pour, donc en quelques axes, avoir un recensement le plus complet des ressources existantes, qui vont pouvoir vous outiller, tout simplement, et d'accompagner en fait la montée en compétences des acteurs divers et variés. Et donc, notamment, ça se concrétisera par la constitution de groupes de travail
et qui auront pour objectif de nourrir et d'établir une stratégie bâtiment durable 2025-2030. Voilà, donc là, on vous a mis la carte au national des autres centres de ressources. Peut-être que, enfin, j'imagine, en tout cas, je le souhaite, que vous connaissiez déjà certains d'entre eux qui ont pu parfois produire des éléments remarquables ou qui animent en fait les différents réseaux dans le territoire respectif. Voilà, donc on sera sans nul doute et avec plaisir amené à revenir vers vous et en tout cas à vous tenir au courant au fur et à mesure de la réalisation de cette étude et de se rencontrer en vue de collaborer ensemble dans ce projet. On va passer, voilà, donc on fait ici on a eu l'occasion d'évoquer quelques événements. Alors, les prochains rendez-vous importants de l'ARC 2025, la visite de Foligny dans la Manche jeudi prochain après-midi. Carole en a parlé, la formation qualité de l'air et ventilation, il reste quelques places. Donc, on vous invite vivement, si vous êtes intéressé, à vous tourner vers Carole et notre assemblée générale en septembre. Juste mentionner, Julien, je ne l'ai pas dit avant, que cette année, on a un partenariat avec l'école d'architecture de Normandie. Donc ces formations courtes, elles ont lieu à l'école d'archi, ce qui est tout à fait logique. Mais voilà, je n'avais pas donné le lieu. C'est à Rouen. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste, vous les repérez ici, vous les retrouvez bien sûr sur notre agenda, sur notre site. Alors, je ne sais pas, côté Fibois, si on retrouve également un agenda. Oui, oui, j'imagine. Peut-être mettre quand même en avant le B2B à Rouen, but de sourcer, auquel Fibois participe également le 11 octobre. Là, on a déjà énormément d'inscrits. Ça va être un moment fort et particulièrement intéressant. Et un autre moment qui est important, dont il faut que je vous parle, c'est le 7 novembre au Havre, puisque là, en fait, on a un enchaînement d'événements. Donc, le matin, en partenariat avec la région Normandie et en accompagnant l'impulsion de la Chambre d'agriculture, il y aura une rencontre autour de la filière paille. Donc, ils viendront notamment nous rendre compte de travaux qu'ils ont menés, d'études. Ils ont observé comment avait été activée la filière paille dans d'autres régions. Parce que chaque fois, on a des dynamiques qui ont souvent abouti à la constitution de collectifs ou d'organisations qui peuvent avoir des formes et des objectifs un petit peu différents, en tout cas qui servira à nourrir une réflexion de comment activer et dynamiser au mieux la filière paille en Normandie. Donc ça, ce sera le matin et qui visera aussi à échanger tous ensemble sur les besoins en la matière des professionnels présents. L'après-midi, à la Chambre de commerce du Havre, il y aura la restitution finale, car on en a parlé tout à l'heure, de l'étude Maillon, qui a été interrégionale Île-de-France-Normandie. Et en fin de journée, il y aura, en fait, dans le cadre du projet Apple Pie du groupe Logéo d'Action Logement, une présentation notamment d'un inventaire cartographique que nous sommes en train de réaliser, qui vous permettra en fait tout simplement dans vos projets de trouver des acteurs qui travaillent la paille et également de consulter des revues de projet avec des fiches qui viendront détailler l'origine de la paille, de quelle manière elle a été mise en œuvre, les coûts du projet, etc. Alors ça sera une première présentation le 7 novembre, puisque même si le gros de ce travail va être réalisé en 2024, en fait, il y a encore 2 ans d'alimentation et de mise à jour de cet outil pour le faire, bien sûr, vivre au mieux. On ne peut que vous inviter tout simplement à vous abonner à notre newsletter ou adhérer bien sûr à l'ARC Normandie pour se tenir au courant de nos actualités, venir lors de ces différentes rencontres que nous proposons et puis bien sûr soutenir nos activités pour poursuivre l'effort dans le développement des écomatériaux normaux.
Voilà, il me reste à vous remercier en tout cas de votre attention. Peut-être Vincent, si tu souhaites dire un mot peut-être sur une newsletter, peut-être également chez Fibois. Oui, après, on ne veut pas vous inonder d'infos non plus, hein. Mais voilà, effectivement, il y a aussi l'équivalent chez nous. Et puis, non, peut-être, bon, moi, je n'ai pas forcément grand-chose à rajouter, mais on est preneur aussi de retours, de questions, d'échanges. Donc, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, on peut essayer d'y répondre. Je crois qu'on a un petit peu de temps pour ça. Alors moi, je voudrais déjà faire une remarque. Vous me direz si j'ai tort ou j'ai raison, mais il me semble que pour participer au prix de la construction bois de Fibois, la plateforme est ouverte toute l'année. Tout à fait, hein. On peut dès maintenant rentrer des projets sur la plateforme. Je peux essayer de vous la mettre en lien dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez y avoir accès. Juste une petite alerte, parce qu'en fait, on avait un outil exceptionnel qui s'appelait Panorama Bois et qui permettait de recenser énormément de projets de réalisation de construction bois avec les acteurs, que ce soit les entreprises, les architectes. Malheureusement, on a des soucis liés à des problèmes de droit photo qui font que cette plateforme n'est plus en ligne. Alors en fait, elle est plus en ligne, mais on a quand même le back-office qui nous permet de recenser les projets et c'est là que vous pouvez déposer les projets pour le prix régional de la construction bois. Donc je vais vous le mettre d'ici peu dans la conversation, le lien vers la plateforme. Alors là, moi, j'ouvre les micros. J'ouvre mon micro pour dire que c'est au public maintenant de se manifester. Si vous avez des questions à poser à nos trois intervenants, je vous laisse la parole. Soit vous levez la main, soit vous décrochez, vous enlevez vous prenez votre micro. Voilà. Euh, Si d'autres personnes ne veulent pas prendre la parole, vous pouvez toujours écrire votre question, on la lira. En tout cas, moi, je vous remercie de vos interventions parce que on a vraiment appris plein de choses. Effectivement, ces deux structures qui sont quand même bien liées, qui sont liées, c'était bien de les avoir, de croiser leur, euh, leurs spécificités, les développements, ce que vous faites, ce que vous développez. C'est voilà. Je vous remercie d'avoir fait ce webinaire avec nous. Peut-être que vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet. Peut-être une petite question, moi, pour Fibois, pour démarrer le jeu des questions. Je me demandais si tout simplement il y avait déjà eu des démarches en Normandie de faire émerger un label ou une marque du bois normand, ou est-ce que ça tient, comme tu l'as dit, finalement, au potentiel forestier qui n'est peut-être pas aussi élevé que dans d'autres territoires? Oui, il y a déjà eu des réflexions pour se dire ce serait bien qu'on crée une marque. Et puis, en fait, la conclusion de ces réflexions, c'était de se dire, finalement, on n'est pas bien sûr que ce soit l'outil le plus adapté, que ce soit réellement nécessaire, etc. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de projet de création de marque pour un bois local. Je suis en train de vous mettre le lien vers le site qui permet de recenser les projets. Bon, bah écoutez, si personne n'a de questions, comme d'habitude en tout cas, moi je... Ah, il y a une question? Là, Carole, tu nous la lis? Non, c'est Quentin Duval qui a levé la main. Ah, alors allez-y. On est où Pas bas? de souci. Bonsoir.
Bonsoir. J'avais posé la question sur le QR, là, mais je pense que vous ne l'avez pas vu. J'ai posé la question à Carole sur la prise en charge des formations courtes. Tu as évoqué cette question-là tout à l'heure, et moi je m'intéresse notamment à la formation chaud, mais je voulais savoir exactement par quoi on pouvait passer pour avoir une prise en charge si on ne fait pas partie d'entreprise particulièrement. Ouais, en fait, c'est chaque corps de métier a son OPCO. Et sinon, il y a aussi France Travail, qui sont en fait les principales structures qui permettent de rembourser ces formations. Donc, à chaque fois, on travaille avec un organisme de formation qui est certifié Calliope, ce qui vous permet, là, quand vous recevez le devis, de l'adresser à votre structure qui peut prendre en charge ces frais. Donc, ça dépend un peu si vous êtes libéral. Pour les archis, c'est plus souvent le FIFPL, par exemple. Et puis après, les entreprises ont chacune leur OPCO selon leur spécificité. C'est un univers que je maîtrise pas forcément bien. Donc, si jamais Vincent et Julien, vous avez des compléments là-dessus, c'est moins notre rôle, en fait, toute cette gestion administrative, puisqu'on n'est pas organisme de formation. Mais on sait que c'est la clé, la manière dont vous faites rembourser. Voilà, tu as donné l'information principale, il est possible qu'elles soient prises en charge par notre co, tout à fait, et on s'appuie sur des OF, des organismes de formation qui permettent, qui sont qualifiés, qui permettent cette prise en charge. Il y a une question de Pierre. Est-ce que les agriculteurs qui pourraient fournir de la paille doivent avoir une certaine certification ou bien formation pour fabriquer et fournir des blocs de paille? Absolument. Cette formation s'appelle AgriPaille. C'est une formation que l'ARP et la Chambre d'Agri ont déjà mise en œuvre il y a plusieurs années. Et là, aujourd'hui, on considère qu'il y a assez d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont formés à AgriPaille. Mais c'est exactement ce qu'expliquait Vincent tout à l'heure. C'est que pour l'instant, il n'y a pas assez de demandes. Et en même temps, on est vraiment attentif et attentive avec la Chambre pour guetter le moment où il va falloir qu'on fasse émerger et qu'on forme des agris sur certains territoires. Et si je rentre un petit peu plus dans le détail, pourquoi se former? En fait, on a besoin d'atteindre une certaine densité de cette botte, au-delà de respecter les dimensions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc, c'est 37-47. Et après, la longueur, elle est variable selon la botteleuse. Et la botteleuse est généralement des vieilles machines des années 80. C'était les bottes d'avant. Et donc, c'est des machines qui demandent des réglages assez minutieux, justement, pour arriver à cette bonne densité. Je mentionne aussi une certaine résistance de la corde. Voilà, c'est des paramètres comme ça qui sont transmis aux agriculteurs et agricultrices qui souhaitent s'investir dans le développement de ces petites bottes. Et à savoir que si ces petites bottes ne partent pas toutes pour la construction, il y a aussi la filière équestre qui est demandeuse de cette qualité de petites bottes. Alors pour compléter un petit peu le propos, alors juste historiquement, cette formation, l'Arc Normandie a eu l'occasion aussi de la co-construire avec le réseau des CIVAM, voilà, pour le mentionner. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la Chambre d'agriculture. Alors l'objectif aussi de ce moment du 7 novembre au matin, c'est de se faire rencontrer plus largement justement des agriculteurs, des fournisseurs et les professionnels qui vont mettre en œuvre. Il faut savoir qu'il y a quand même des questionnements aujourd'hui, puisqu'on a une problématique qui peut se retrouver de manière similaire au bois, des questionnements si le nombre d'agriculteurs et le volume de paille est suffisant pour répondre au marché actuel, puisque on est sur une ressource qui est dépendante des conditions climatiques, avec des volumes qui vont pouvoir varier annuellement. En fait, pourquoi cette question? C'est vrai que du point de vue uniquement
du volume et de la ressource, ça paraît suffisant. Néanmoins, dans les réalisations qu'on trouve sur notre territoire, on a parfois une paille on est obligé d'aller chercher beaucoup plus loin. Donc c'est toujours un petit peu ce jeu de se trouver au bon moment, au bon endroit. Je sais que sur certains ouvrages en bois, on a beau avoir de la ressource, parfois la fourniture, elle n'est pas exactement la bonne au bon moment, avec le bon volume. On a aussi des problématiques similaires sur la paille. Pour une petite enfance de Bouvilly, on a une entreprise qui est venue mettre en œuvre de Mayenne, mais on a une paille qui est venue de plus loin, qui n'est pas issue du territoire normand. Et pour compléter le propos de Carole, effectivement, pourquoi il y a un besoin de formation, c'est aussi qu'il y a des conditions de stockage pour avoir une botte de paille qui va avoir un taux d'humidité adapté, et aussi notamment de comprendre qu'il faut une botte qui soit exempte de foin. Et donc, voilà, et les différentes informations qu'a données tout à l'heure Carole. Donc, il y a quand même un certain nombre de critères pour traiter le matériau de la bonne façon, qui puisse être utilisé sans souci ensuite dans la construction. Si je peux compléter, si on n'a pas d'autres questions. Alors, il y a aussi quand même, je trouve important de prendre en considération la fiche d'ACV, donc d'analyse de cycle de vie de la construction en botte de paille, qui a un bilan carbone excellent avec une distance de 250 km. Donc, il y a quand même, voilà, c'est quelque chose qui est important aussi, qu'on essaye aussi de transmettre dans nos prises de parole. C'est qu'on est bien évidemment hyper exigeant, hyper exigeante, on cherche le plus local possible, mais ce n'est pas forcément des questions qu'on se pose avec des matériaux plus industriels, comme la fibre de bois, des panneaux de fibre de bois. On ne sait pas exactement où est-ce qu'ils ont été fabriqués. Donc voilà, il y a aussi voilà, une tolérance à avoir dans le fait d'aller chercher sa botte de paille dans une autre région. Donc voilà, je voulais juste mentionner ça. Et effectivement, dans une étude qui avait été menée il y a quelques années maintenant, sur le matériau de paille, on avait à peu près la moitié en fait de l'empreinte carbone, donc voire plus, qui pouvait être dû uniquement au transport de la botte, et c'était déjà sur des transports, sur des bottes qui étaient sourcées relativement à des distances relativement correctes. Donc ça n'aurait pas de sens de faire venir une botte de paille du centre Val-de-Loire, par exemple, pour construire un logement. J'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. C'est que voilà, la moisson a eu lieu cet été. Et là, pour avoir récemment échangé avec un fournisseur de bottes de paille qui s'appelle, c'est la ferme des Broussins. Aujourd'hui, ils ont récolté 20 000 bottes. Et simplement, ils me mentionnaient, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu un automne et un hiver particulièrement mauvais. Et donc, voilà, il est à prévoir que les bottes partent assez vite cette année, et notamment par des commandes étrangères, notamment les Hollandais qui sont intéressés par ces petites bottes pour les centres équestres que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc voilà, c'était pour vous prévenir si vous avez des projets en paille, ne tardez pas euh, à vous rapprocher de fournisseurs, et c'est là aussi où l'ARP et la Chambre d'Agri, on est là pour vous aider. Oui, Vincent? Non, c'était une erreur de manip. Ah ben voilà. Ah, Bah écoutez, en tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais comme d'habitude, je signale que le PowerPoint, enfin le document mis en ligne de présentation sera donc sur le site de l'Ordre, et que le webinaire est enregistré et sera aussi mis à disposition. Voilà. Je commentais juste, si vous avez des sujets de formation, c'était ça aussi
l'occasion de pouvoir échanger avec vous là-dessus, pour faire des formations qui vous conviennent. On fera une réunion spécifique sur la formation. Ouais. La formation la plus difficile à monter ces derniers temps, c'était quand même celle de la terre crue, parce qu'elle nécessite des locaux spécifiques, puisqu'en fait, ce sont des formations qui sont intéressantes par le fait qu'elles allient théorie et pratique. Donc voilà. Mais maintenant, elles sont montées et j'avoue que moi, je vous remercie parce que c'était vraiment une demande de pas mal d'agences, en tout cas, de se former sur ce sujet. Bah, écoutez, si plus personne n'a rien à ajouter, moi, je remercie donc les présents au webinaire. Et puis surtout les intervenants pour votre travail, votre présentation et voilà la fluidité aussi de vos informations. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et n'hésitez surtout pas à revenir.